Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire cette semaine, dans Montmagny-Lillet, c'est la 9e édition du concours entrepreneurial Face au dragon. À Saint-Ferdinand, l'entreprise Tôle Vigneault inaugure sa nouvelle usine construite au coût de 4 millions de dollars. À Forestville, la coopérative du Golfe Le Méandre se dote d'un nouveau modèle de développement. À Petite-Rivière-Saint-François, 20 nouvelles unités de logements abordables seront bientôt disponibles. À Sainte-Anne-des-Monts, Exploramer, le musée sur la vie maritime du Saint-Laurent, souligne son 30e anniversaire. À Amqui, lancement d'une série de livres pour enfants sous le thème des familles arc-en-ciel. Dans la MRC de la Métis, on peut s'amuser sans se ruiner. À Saint-Gabriel de Brandon, un auteur nous invite à analyser, avec humour, notre comportement au travail. Mais pour commencer cette émission, revenons sur la question du redécoupage des circonscriptions électorales au Québec. Alors que ce redécoupage fait perdre des circonscriptions dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, bien, dans le Grand Montréal, on redécoupe les circonscriptions de Vaudreuil, de Soulanges et de Beauharnois qui sont de plus en plus populeuses. Félix Sabourin de CSUR.TV nous informe que ces modifications provoquent, là aussi, beaucoup de mécontentement. Le 2 décembre dernier, la Commission de la représentation électorale du Québec déposait son second rapport pour revoir le découpage de la carte électorale en vue des prochaines élections provinciales. En entrevue, la porte-parole de la Commission, Julie Saint-Arnaud-Drolet, nous explique le mandat d'Élections Québec. Nos mandats concernent à la fois l'organisation des élections provinciales, mais également le contrôle du financement politique, l'éducation à la démocratie. On agit aussi comme poursuivant public en cas d'infraction aux lois électorales, autant aux municipales qu'aux provinciales. Et c'est la Commission de la représentation électorale qui est chargée de revoir la carte électorale du Québec toutes les 2 élections pour assurer la juste représentation des électeurs à l'Assemblée nationale. Le rapport propose de modifier 53 des 125 circonscriptions électorales du Québec. Des changements importants dans la délimitation de Vaudreuil, Soulanges et Beauharnois pourraient se concrétiser. Ce sont 2 circonscriptions qui contiennent beaucoup plus d'électeurs que la moyenne des autres circonscriptions. Et si aucune modification n'est faite, d'ici quelques années, les 2 circonscriptions vont avoir plus d'électeurs que le maximum qui est prévu par la loi électorale. Ça nous donne environ 51 000 électeurs par circonscription. La loi électorale nous donne une marge de manœuvre pour tenir compte des communautés naturelles. Donc, on tente quand même de regrouper des communautés qui ont des liens entre elles au sein d'une même circonscription. Ces changements pourraient avoir des impacts majeurs, notamment pour la ville de Vaudreuil-Dorion, qui risquerait de se retrouver scindée en 2. Des portions au nord-ouest de la ville, incluant le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges, pourraient ainsi changer de circonscription pour être rattachées à celle de Soulanges. Ces possibilités suscitent des réactions chez la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols. Ça m'embête vraiment beaucoup la partie de l'hôpital. Tout ce qui entourait le dossier de l'hôpital, c'est toujours avec le représentant provincial de Vaudreuil que la ville de Vaudreuil-Dorion a travaillé. Puis c'est comme si du jour au lendemain, le dossier de l'hôpital s'en allait dans Soulanges. Ce qui est, à mon avis, un non-sens. Puis c'est pas parce que je veux garder l'infrastructure dans Vaudreuil, c'est parce que le travail a toujours été fait par la députée de Vaudreuil, a toujours été fait par le comté de Vaudreuil. Le redécoupage de la carte électorale entraînerait également le transfert de la ville de Coteau-du-Lac, actuellement située dans la circonscription de Soulanges, vers celle de Beauharnois. Une décision qui est loin de faire l'unanimité au sein du conseil municipal. Envoyez un courriel à Mme Picard, puis dites-lui pourquoi est-ce que vous sentez un sentiment d'appartenance à Vaudreuil-Soulanges. Ce que je proposerais, en fait, c'est que les citoyens décident de prendre leur plume puis de s'adresser directement au directeur des élections. Quand on va travailler des projets, je regarde juste le canal de Soulanges, que Pointe-des-Cascades, les Cèdres, les Coteaux vont faire partie de Soulanges, puis que nous, on va faire partie de Beauharnois. Pas de logique à sortir la ville dans un comté de Soulanges pour aller dans un comté à côté. Si on fait un redécoupage,
On inclut plusieurs municipalités, municipalité du Lac-Saint-François. Je peux comprendre. Une ville, 6 000 citoyens voteurs. Puis en plus, on donne une partie de Vaudreuil à Mme Picard. Marilyn Picard a aussi pris parole à l'Assemblée nationale pour dénoncer la situation. La MRC insiste depuis 2023 sur l'importance de préserver les circonscriptions cohérentes avec des liens naturels, économiques et sociaux de Vaudreuil-Soulanges. Les mémoires déposées lors des premières étapes de consultation de la révision par la MRC dénoncent les propositions jugées strictement statistiques qui déstructurent l'organisation spatiale et l'identité régionale. Pour le citoyen, c'est vraiment mieux de le garder dans Vaudreuil-Soulanges, Coteau-du-Lac et dans Vaudreuil-Soulanges. On devrait le garder dans Soulanges, mais bon, on avait passé une loi là, pour dire au directeur général des élections de garder les cartes telles quelles. Les 125 élus de l'Assemblée nationale ont voté en faveur de garder la carte actuelle. Puis, malgré tout, il y a eu un jugement aussi là, qui nous a amené le DGE à revoir ses cartes. Claude Reid, député de Beauharnois, affirme qu'il a fait valoir ses arguments afin de conserver sa circonscription telle qu'elle. Il y a eu un débat de 5 heures qui s'est tenu dans les dernières semaines à l'Assemblée nationale où j'ai fait valoir de nouveau les arguments auprès du... fait valoir les arguments donc en lien avec justement que le fleuve est une barrière naturelle. Il y a des cultures qui sont différentes au sud et au nord. À quelques jours de l'adoption de la décision, une majorité des élus souhaitent le statu quo dans le redécoupage de la carte électorale afin de refaire l'exercice pour les prochaines élections. On ne règle pas le problème. Moi, ce qu'on dit, là, ce que je dis, ce que le Conseil dit, c'est statu quo. C'est une dépense de temps et d'argent. Dans 4 ans, il va falloir qu'il y ait un redécoupage. Dans le fond, c'est ça que j'aimerais ça qu'on garde le statu quo, qu'on garde la carte telle qu'elle, parce que je crois que dans 8 ans, lorsqu'on va revoir la carte électorale, on va avoir besoin probablement d'un 3e député dans toute Vaudreuil-Soulanges. Cette façon de faire-là du DGEQ, c'est de ne pas connaître les réalités de terrain pour faire une telle chose, puis c'est ça que je déplore. Même si la décision de redécouper la carte n'est pas finale, elle reste cependant entre les mains d'Élections Québec et du gouvernement. Dans les MRC de Montmagny et de Lillet, les entrepreneurs de la relève ont jusqu'au 13 mars prochain pour déposer leurs projets dans le cadre de la 9e édition du concours entrepreneurial Face au Dragon. Mario Lacombe, de CMA TV. Les Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Lillet et région de Montmagny sont fiers de lancer la 9e édition du concours entrepreneurial Face au Dragon. Pour nous en parler, Candide Harvey, directrice générale adjointe au Carrefour Jeunesse Emploi. Alors, on est à notre 9e édition. C'est un concours entrepreneurial pour les 5 à 35 ans, pour les MRC de Montmagny et de Lillet. Alors, si les gens, soit dans les écoles, décident de faire des projets ou personnels, ils peuvent faire des projets comme des événements, alors des soirées glacées, des services ou même des objets. Des fois, il y a eu des tartes et tourtières. Il y avait eu plein de possibilités. Alors, ils vont rencontrer des dragons. On a des dragons, des jurys qui vont évaluer les dossiers. Puis, après ça, il y aura possibilité d'avoir des bourses qui vont aider à promouvoir les activités entrepreneuriales. Jusqu'au 13 mars prochain, les jeunes entrepreneurs pourront soumettre leur projet entrepreneurial au Dragon afin de mettre la main sur une bourse pouvant aller jusqu'à 1 750 $. Madame Candide Harvey nous explique les critères d'admission à ce concours. Alors, vous avez quasiment 2 mois pour postuler. Vous allez sur le site sur la page Facebook de Face au Dragon Montmagny-Lillet. Vous avez le formulaire qui est un Google Form. Alors, assez simple. Les questions sont simples. C'est le même formulaire pour les jeunes que pour les projets personnels, mais pour les projets personnels, on va vouloir un plan d'affaires. Et ils ont jusqu'au 13 mars pour remettre leur candidature. Depuis son lancement, le concours a récompensé plus de
100 projets entrepreneuriaux en remettant plus de 79 000 $ en bourse. L'appui solide de partenaires comme la Caisse Desjardins, qui présente l'édition 2026 du concours, est directement lié au succès de Face aux Dragons Montmagny-Lillet. Madame Harvey nous présente les Dragons pour cette 9e édition. Alors, Brian Paris de chez Pader Aluminium, Elisabeth Caron de chez Formaca, Maxime Bernier de chez Financière Sun Life. On a aussi Pascal Pelletier de Textile Gauvin. On a aussi Julie Naud de Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, Gabriel Sanson de chez Mallette et pour finir, parce qu'on a vraiment une belle liste, Myriam Patoine de chez Les Petits Lapins d'Amour. En terminant, l'engagement de nombreux commanditaires régionaux dont le Club Richelieu, la MRC de Lillet, Mathieu Rivet, le Cégep de l'Apogatière Campus Montmagny et Horisol, qui croient fermement au potentiel de la relève entrepreneuriale, permet d'offrir une vitrine exceptionnelle aux initiatives de la relève depuis maintenant 9 ans. Mario Lacombe à Montmagny pour CMA TV Information. Jacob Kenville de la télévision de l'Érable était à l'inauguration de la nouvelle usine de Tôle Vigneault, une entreprise implantée à Saint-Ferdinand depuis une trentaine d'années. Implantée dans la région depuis maintenant 30 ans, Tôle Vigneault œuvre dans la fabrication de revêtements métalliques destinés au secteur agricole, commercial et résidentiel. Au fil du temps, l'entreprise a su se tailler une place importante sur le marché, tant au Québec que dans d'autres provinces. Pour ouvrir la soirée, l'entreprise a tenu une prise de parole officielle à laquelle ont participé René Thériault, Jean Bernier ainsi que Junior Perrault. Allons les écouter. Ce moment, il marque une étape clé pour notre entreprise et met en lumière le formidable chemin, je leur dis, le formidable chemin que nous avons parcouru à ce jour. Motivé par une forte croissance de nos activités et la volonté de rester efficace, agile et réactif, fondement historique de notre modèle d'affaires, nous avons investi plus de 4 millions de dollars pour plus que doubler notre superficie de travail et optimiser nos espaces bureaux. Cet investissement vise à consolider nos opérations et soutenir notre croissance, tout en maintenant nos standards de service élevés. L'agrandissement de l'usine, désormais porté à 52 000 pieds carrés, nous a permis d'intégrer de nouveaux équipements, d'élargir notre gamme de profilés. Nous prévoyons également l'ajout de nouvelles couleurs tendances à nos produits afin de répondre aux besoins de nos marchés agricoles, commerciaux et résidentiels. L'amélioration des espaces de travail de nos employés se traduira chaque jour par une meilleure qualité de service et une grande agilité et une rapidité d'exécution accrue de notre clientèle. C'est dans les faits ce qui nous distingue. Au cours des dernières années, notre essor s'explique par plusieurs facteurs, des investissements importants en équipement et en technologie, une force de vente solide, une capacité à répondre rapidement à la demande et une agilité à s'adapter aux tendances du marché en élargissant notre gamme de produits. Je vous fais une petite anecdote. Quand je suis arrivé ici en 2015, les employés s'en rappelleront, j'avais dit dans 5 ans, on va redoubler les ventes. Puis j'avais beaucoup de sceptiques autour de moi, si on s'en rappelle. Ça n'a pas pris 5 ans, on a doublé les ventes. Quand on a doublé les ventes, vous imaginez ce que j'ai dit? Dans 5 ans, on va avoir doublé les ventes. Ça n'a pas pris 5 ans qu'on avait doublé les ventes. Ça serait le fun que je puisse dire ça encore aujourd'hui. Dans 5 ans, on a doublé les ventes. Mais chaque fois qu'on monte notre chiffre d'affaires, ça devient un défi beaucoup plus grand. Mais quand même, on a annoncé au conseil d'administration, lors de nos budgets, des objectifs quand même importants, hein, c'est stimulant. Puis je crois qu'avec l'ensemble des installations qu'on a ici, on est capable d'y arriver. Nous sommes très fiers du résultat, je vous le confie. C'est vraiment beau, on est vraiment contents. Sincèrement, merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens sincèrement à remercier l'équipe de Vivaco de nous avoir invités aujourd'hui à participer à ce projet d'envergure qui est très important pour eux. C'est avec fierté que je suis ici aujourd'hui parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de faire une allocution depuis que je suis maire de Saint-Ferdinand. On a été élus avec notre équipe au complet le 2 novembre. C'est la première fois que j'ai l'occasion de parler en public depuis ce temps-là, alors j'en suis très fier. En parlant du mot fierté, évidemment, on peut parler de fierté dans le cadre de Tôle Vigneault. Que ce soit Vivaco, qui a pris l'entreprise en 2012, ou les frères Vigneault, qui dès le départ ont donné un souffle très important à cette entreprise, on peut être fier d'être associé par localisation municipale
à Tôle-Vigneault. Pour les gens à l'extérieur, quand on dit qu'on vient de Saint-Ferdinand, il faut parler du Lac-Ouliane, il faut parler du manoir du Lac-Ouliane, mais aussi, il y a une chose qui est importante en termes de référence, Tôle-Vigneault. Pourquoi? Parce que non seulement c'est le chef de file des revêtements métalliques au Québec, mais Tôle-Vigneault est aussi expansionné en Ontario et dans les provinces maritimes où ils peuvent vendre. Ayant été moi-même responsable de certaines divisions importantes dans le secteur des affaires dans le passé, je peux vous dire qu'avoir une pénétration de marché qui rejoint 2 Canadiens sur 3, c'est très fort. C'est ça, Tôle-Vigneault. Je tiens à remercier ce fleuron coopératif important d'avoir cru à l'entreprise Tôle-Vigneault, d'avoir cru en ses employés ferdinois et évidemment non ferdinois qui font partie de l'équipe, pour leur travail soucieux, leur travail professionnel qui façonne des produits spectaculaires qui font l'envie et évidemment la fierté des gens de Saint-Ferdinand. Finalement, je ne peux passer sous silence l'apport professionnel et méthodique de René Thériault, le directeur général de l'entreprise, qui permet d'aligner ses équipes de travail dans une exécution solide, procurant des résultats d'entreprise tellement sans cesse croissants qu'on est aujourd'hui ici ensemble à célébrer une troisième, c'est-à-dire agrandissement. Alors, merci encore aux frères Vigneault, mais à Vivaco, à tous les employés présents et passés qui ont contribué l'an passé et qui contribuent à l'heure actuelle encore à générer ce succès. Merci au leadership de René. Longue fête aux Vigneault à Saint-Ferdinand. Une fois les allocutions terminées, place au geste symbolique marquant l'inauguration officielle des installations, non pas une coupure de ruban, mais bien une coupe de tôle. On s'installe, regardez-moi ici à votre feuille. Yes, excellent ça. J'ai ensuite eu le privilège de m'entretenir avec le directeur général de Tôle-Vigneault, M. René Thériault. Allons écouter ses propos. C'est une journée spéciale en soi. Là. On est en train de célébrer la fin d'un grand chantier. Évidemment, la résultante aussi d'un montant important d'investissement. Pour nous, c'est comme un nouveau départ dans le fond. Ça va nous permettre de rentrer de la nouvelle technologie. Évidemment, la nouvelle technologie, implicitement, c'est pour améliorer nos procédés d'affaires. Dans l'usine actuelle, on avait comme plus d'espace. Là. On avait déjà fait... Faut dire que dans les dernières années, on a eu une forte croissance de nos activités. Ça fait que notre bâtiment actuel était très optimisé. Ça a été quand même un processus d'acquisition long, là, OK? Mais ça s'est joué j'ai envie de dire, dans la première journée, la première rencontre. Ce que j'ai exprimé, c'est que l'entreprise Tôle-Vigneault appartenait aux frères Vigneault, Normand et Michel. Et c'est vraiment deux frères d'exception. On a travaillé plus de 40 ans ensemble. Une belle chimie. Puis ces gens-là, la qualité des relations humaines est importante pour eux. Donc le vrai, quand je dis ça, c'est joué dans la première journée, lors de notre première rencontre. C'est des gens sensitifs, donc il fallait qu'ils déterminent si on était capable de parler sur la même longueur d'onde. Je pense à partir de là, on a dit... Ils ont senti qu'on était des gens qui ressemblaient, ou particulièrement sur les valeurs humaines. Fait que ce qui a fait que ça a créé le contact. Et à partir de là, on a commencé à négocier la façon dont on ferait l'acquisition. Les chiffres sont nous sur la table. Le climat de confiance était déjà là. Donc, on s'est simplement dit des vraies choses, de part et d'autre. Et finalement, on a fini par faire une nouvelle transaction. Oui, j'avais exprimé dans 5 ans, on doublerait, puis ça n'a pas pris de 5 heures. Et une fois que j'ai fait le premier step, puis le deuxième step, je l'avais annoncé qu'on l'a aussi réussi rapidement. Mais c'est sûr qu'au fil du temps, notre chiffre d'affaires grossit. Fait que là, quand tu pars un chiffre d'affaires plus modeste, de le doubler, c'est quand même un défi en soi. Plus qu'on grossit, plus que là, le défi devient important. Donc, j'annonce pas aujourd'hui que je vais doubler les ventes dans 5 ans, mais j'ai annoncé au personnel notre volonté. C'est un investissement structurant. Nous avons doute qu'on a tous les outils pour performer dans notre marché. Aux prises avec des revenus en diminution et des coûts d'exploitation à la hausse, les membres de la coopérative de golf Le Méandre à Forestville se dotent d'un nouveau plan d'affaires. Un reportage de Joanie Gaudreault de la Télévision du Littoral.
Le golfe Le Méandre souhaite diversifier ses sources de revenus et aller chercher de l'argent neuf grâce à 3 nouveaux projets, le développement d'habitations touristiques surplombant le terrain de golf, l'aménagement de 6 espaces pour véhicules récréatifs et la création d'un sentier de randonnée le long de la rivière du Saut-au-Cochon. Ces initiatives feront l'objet d'analyses de faisabilité et de rentabilité en 2026. Cette démarche s'appuie sur des constats financiers clairs. Malgré les investissements réalisés au cours des dernières années pour améliorer le parcours et les infrastructures, la coopérative observe une stagnation, voire une légère baisse de ses revenus traditionnels liés au golf, au bar et à la restauration. La diminution progressive de la clientèle locale, combinée à une croissance marginale des droits de jeu quotidiens, a amené le conseil d'administration à revoir son modèle de développement. Présentant le projet devant les membres et les partenaires réunis au chalet du Méandre le 6 janvier, le président du conseil d'administration, Robin Lamarre, a expliqué que la coopérative a bénéficié d'un accompagnement structurant au cours de la dernière année grâce au programme Chef de file menant à l'accompagnement d'Innocentre, une reconnaissance accordée par la MRC de la Haute-Côte-Nord. Cet automne, les membres du conseil d'administration ont finalisé la réflexion stratégique, laquelle a mis en évidence la nécessité de diversifier les revenus de la coop. Selon M. Lamarre, les projets envisagés ne visent pas à remplacer les activités existantes, mais à les bonifier en attirant de nouvelles clientèles et en augmentant la capacité d'accueil du site. Le président a également souligné que ces initiatives s'inscrivent directement dans les stratégies touristiques régionales, notamment Entre terre et mer de la MRC de la Haute-Côte-Nord et celle de Tourisme Côte-Nord qui vise de bâtir une destination durable et attractive en misant sur ces grands espaces naturels. Dans la seconde partie de la présentation, le secrétaire de la coopérative, Jude Brousseau, est revenu sur l'évolution financière du golfe Le Méandre. Il a expliqué que les revenus liés aux cartes de saison et aux activités connexes connaissent une légère diminution et leur progression est insuffisante pour assurer une croissance à long terme. De plus, la part des détenteurs de cartes de saison qui sont membres de la coopérative a diminué de façon marquée au fil des ans. M. Brousseau a également rappelé que d'importants investissements ont déjà été consentis pour finaliser et mettre en valeur le site, notamment l'entrée du golfe et certaines infrastructures majeures. Selon lui, le bijou de la Côte-Nord est maintenant complété, ce qui place la coopérative devant un nouveau défi, générer des revenus additionnels à partir de son vaste territoire et de son potentiel naturel. Les prochaines étapes consisteront à réaliser par séquence des études de faisabilité et de rentabilité portant sur l'implantation des habitations touristiques, l'aménagement des emplacements pour véhicules récréatifs et le tracé du sentier de randonnée. Ces analyses incluront l'évaluation des coûts, des contraintes techniques et des options de financement, notamment dans le domaine de l'économie sociale. À terme, d'ici l'automne 2026, l'ensemble des informations nécessaires à la prise de décision devraient être rassemblées. Les administrateurs en sauront plus à ce moment sur les actions à mettre en œuvre, les défis de réalisation à rencontrer et aussi sur les budgets et les financements nécessaires pour aller de l'avant. Joanie Godreau, à Forestville. Félix Chouinard de TVCO nous présente l'état d'avancement du chantier de 10 millions de dollars, actuellement en cours à Petite-Rivière-Saint-François, pour la construction de 20 unités d'habitation destinées principalement aux ménages à faible revenu. C'est finalement à l'Office régional d'habitation qu'incombera la pleine gestion des habitations abordables de Petite-Rivière-Saint-François. C'est ce qu'a appris l'équipe de TVCO cette semaine, alors que les représentants de l'organisme Accès Petite-Rivière et de l'organisme régional se rencontraient pour ficeler les derniers détails d'un transfert de propriété à venir. Interpellée lors de la séance du conseil de Petite-Rivière-Saint-François, la conseillère en charge du dossier, Mme Catherine Coulombe, croit qu'il s'agit de la meilleure option pour la suite du projet. Compte tenu de tous les contrats qui ont été signés par Accès Petite-Rivière pour la construction, donc ça va demeurer sous l'égide, si on veut, de Accès Petite-Rivière, qui va amener les bâtiments prêts à louer. Et une fois que la construction sera terminée, alors le désir du conseil d'administration d'Accès Petite-Rivière, c'est de transférer la gestion, l'exploitation
et les bâtiments, les titres de propriété à l'Office régional d'habitation. Pourquoi? Parce qu'eux ont l'expertise, eux ont les connaissances, et eux ont le personnel pour s'en occuper. En guise de rappel, le projet des habitations abordables de Petite-Rivière-Saint-François représente un projet de près de 10 millions de dollars, dont un peu moins d'1 million est assumé par la municipalité. Le projet vise notamment à offrir 20 nouvelles unités de logement locatif, dont 16 seraient admissibles à une subvention de loyer pour les ménages à faible revenu. Les logements seraient prioritairement offerts aux citoyens et citoyennes de Petite-Rivière-Saint-François, puis de Charlevoix et finalement ouverts à tous. Les ménages pouvant se qualifier à la subvention de loyer doivent correspondre à la grille de calcul de l'ORH qui se base sur le salaire médian dans la région. Ainsi, pour être admissible, une personne seule devra avoir un revenu net inférieur à 28 000 $. On parle ici du salaire minimum. Là où une famille composée de 2 adultes et 1 enfant devra faire sous la barre des 36 000 $, soit environ 20 $ de l'heure. Comme on peut le voir, le calcul s'ajuste à la hausse selon le nombre de membres du ménage. Le transfert à l'ORH viendra également remettre le titre de propriété du bâtiment et du terrain à l'Office régional, une mesure assez commune qui permettra de garantir à long terme la vocation des habitations, croit Mme Coulombe. C'est donné pour la construction des bâtiments qu'on a chez nous. Au même titre, Baie-Saint-Paul en donne pour des bâtiments comme ils en construisent présentement, qui ont démoli des bâtiments et que Baie-Saint-Paul donne des montants, des subventions pour permettre la construction de bâtiments comme ça, pour permettre à la population finalement d'avoir des logements à prix modique. C'est pas parce que ça appartient plus à la municipalité qu'on en est perdant. Si on fait, les bâtiments sont encore ici et nos citoyens vont pouvoir en profiter quand même, là. Pour le moment, tous espèrent pouvoir rendre les logements disponibles à la location autour du mois de juin. Si les candidatures sont déjà ouvertes et continuent de l'être, il est impossible pour la municipalité ou pour l'Office régional d'habitation de nous dire à combien s'élèveront les loyers, étant donné qu'ils dépendront des coûts de construction finaux. Le transfert de la gestion à l'ORH ne devrait toutefois pas affecter les dossiers de candidature déjà soumises. Les règles demeurent les mêmes. Les personnes qui ont donné leur nom ou on dit en complétant les formulaires qui étaient intéressés, ça demeure. Mais on ne peut pas présentement louer ou octroyer des appartements tant que ce n'est pas fini de construire, parce que les coûts de construction ne sont pas finaux encore tant que ce n'est pas terminé. Puis c'est les coûts de construction finaux avec les budgets d'exploitation qui vont déterminer le montant exact des baux. Alors là, c'est difficile de dire à quelqu'un, ben on voudrait bien t'en louer un, mais on ne sait pas c'est combien encore. Pour l'organisme municipal Accès Petite-Rivière-Saint-François, le travail continue comme au quotidien. Il pourra, dès les logements prêts, procéder au transfert et retourner à sa mission principale, soit attirer des nouveaux résidents dans la municipalité. L'équipe de la télévision de la Haute-Gaspésie nous a préparé un reportage sur une véritable institution. Il s'agit du musée Exploramer qui a fêté, en 2025, son 30e anniversaire. Exploramer a 30 ans, donc ça fait 30 ans cette année que Exploramer Mermont et Merveille a ouvert ses portes. Donc on est là pour célébrer ces 30 années-là. 30 ans de tempête, d'accalmie, de coucher de soleil, de lever de soleil aussi. Donc, voilà, on est là avec tous les gens qui ont été importants dans la vie d'Exploramer, en tout cas ceux qui sont encore ici aujourd'hui. Mais voilà, on est là pour ça, célébrer. Bien, on a invité tous ces partenaires-là, nos anciens administrateurs, des anciens employés, des partenaires d'affaires. Donc, on les a invités pour faire une sortie en mer VIP. Et puis ici maintenant, ben on prend tous un petit cocktail. On a des dégustations de produits fourchette bleue notamment. Et puis on a fait un récapitulatif des 30 dernières années, donc de ce qui s'est passé ici.
Des fois, on oublie. Sur le coup, on se dit « Ah, c'est beaucoup de choses ». Mais avec le temps, on a oublié. Si je ramène aux gens l'année de l'incendie, par exemple, l'année où on a acquis le premier bateau. Donc, ça fait très, très longtemps. Donc, on a voulu se rappeler de tous ces événements-là. Parce qu'au départ, c'est ça, quand j'ai commencé à travailler quelques semaines avant l'ouverture, mon bureau était à l'hôtel de ville parce que il n'y avait pas pensé d'avoir des bureaux à Exploramer parce qu'ils disaient que ça va être fermé l'hiver, ils n'ont pas besoin de bureaux administratifs. Fait qu'ils ont corrigé le tir, ils ont fait des bureaux administratifs, fait qu'on a pu intégrer. À l'époque, le premier directeur, c'était Patrice Dallaire, qui était biologiste. Il était là environ 2 ans. Fait que moi, j'étais plus adjointe administrative au niveau de l'équipe de la boutique puis des animateurs scientifiques. Puis en 95 d'ouverture, 97, 98, c'est Yves Zara qui est arrivé comme directeur. Fait qu'avec Yves, on a déjà commencé à avancer l'achat du bateau, tout ça. Et il va quitter 2-3 ans après. Et là, je suis devenue directrice pendant 2 années. Puis après, j'ai vagué à d'autres occupations qui m'ont amené à toujours... j'ai toujours dit que le tourisme et la culture, c'était des cousins proches. Fait que j'étais longtemps touriste, puis là, je suis en culture. Bien, c'est un peu un concours de circonstances, là, finalement. Je suis en congé, puis mon amie Sandra, j'ai la chance d'avoir Sandra Gauthier comme amie, qui est directrice d'Exploramer. Ils m'ont offert l'opportunité de venir sur le bateau, et j'étais vraiment contente parce que j'en entends beaucoup parler. Moi, je suis psychologue jeunesse, fait que j'ai beaucoup d'enfants que je suis, qui viennent, puis c'est quelque chose de super important pour eux. OK, Monsieur Servant, vous étiez capitaine du bateau d'Exploramer pendant plusieurs années? Oui, il fait ça pendant 15 saisons. Puis vous avez aussi été capitaine du bateau dans lequel on est présentement. Oui, pour la première saison, oui, j'ai été capitaine dessus pendant une partie du temps pour former un peu les 2 autres capitaines qui étaient supposés prendre ma place, qui ont pris ma place en réalité. Puis dans le fond, il n'y a pas juste un capitaine parce que vous avez quand même plusieurs sorties par jour. Moi, dans mon temps, j'étais le seul capitaine à bord. Je faisais 3 à 4 sorties par jour. Après ça, quand ils ont pris possession de celui-là, ils ont décidé d'avoir 2 capitaines parce que je faisais un peu plus d'heures aussi. C'était un nouveau défi. Capger sur les remorqueurs. Puis on s'assure le bord en main du navire, puis d'emporter le monde ce qu'ils veulent aller. On va voir les emporter au quai. Puis vous utilisez des outils particuliers pour faire ça, cette navigation-là? Oh oui, on a un GPS, le bateau est très bien équipé. Pilote automatique, il y a tout ce qu'on peut demander. Puis est-ce que vous savez, par exemple, on est allé remonter une cage à homards. Est-ce que vous savez exactement où elles sont, les cages? Si c'est exactement ce qu'on voit. C'est sur le GPS. On a des points fixes, puis on s'en va sur nos points, puis on arrive direct sur nos cages. OK, donc on arrive à notre premier cadier, qui est celui à homard. Sur ça, moi, je vais me préparer, puis après, on va lever la cage. Une fois que la cage sera à bord, là, on pourra se placer autour. Petite cage à homard qui était installée vraiment proche du bord. On en a quelques-uns. Grosso modo, le principe de la cage, c'est assez simple. Elle est posée dans cette position-là, au fond. On verrait pas grand-chose de pour voir ici, ça. C'est lui qui est intéressant. Je vais en parler vite avant. Non. Moi, pour le 30e anniversaire, je suis ici d'abord comme membre du conseil d'administration, puis aussi, j'ai été invité à faire une présentation historique sur les fondements, comment, pas l'histoire d'Exploramer en tant que tel, mais avant Exploramer, pourquoi le lieu ici se construit finalement. Comme collègue de Sandra aussi, là, on est l'institution... La Société d'histoire de la Haute-Gaspésie, on est juste à côté, on est des voisins immédiats d'Exploramer, donc on collabore ensemble. Puis on trouvait important de rappeler pourquoi finalement le projet est né à l'époque, tu sais. Donc à l'époque où l'économie, on avait des difficultés économiques avec le moratoire en 93 et puis les fermetures de la Richardson à Capcha, les mines Madeleine, tout ça, fait qu'il fallait trouver un créneau économique. Et là, Charles-Eugène Marin est arrivé à ce moment-là avec l'idée de construire, de mettre sur pied une institution muséale. C'est d'avoir amené Exploramer à devenir Exploramer, d'amener Exploramer au musée qu'on connaît aujourd'hui. C'est à la demande de leur fils, qui souhaitait se faire raconter des histoires de famille avec 2 mamans, que 2 autrices matapédiennes
ont décidé de lancer une série de livres pour enfants sous le thème de Ma famille arc-en-ciel. Carl Blanchette, de la télévision de la Matapédia. Le 10 janvier dernier, à la bibliothèque Madeleine Gagnon d'Amqui avait lieu le lancement du livre Ma famille arc-en-ciel, qui a été écrit par 2 auteurs matapédiennes. Je me suis déplacé pour leur poser quelques questions. Mélissa, Jessica, merci beaucoup d'être ici avec nous pour donner une entrevue. Ça nous fait plaisir. D'être là. C'est d'où est venue l'idée de, dans le fond, la collection Ma famille arc-en-ciel? Comment ça vous est venu, cette idée-là? En fait, c'est venu du besoin de notre propre famille à la base, de notre garçon qui nous disait tout le temps, ben moi, j'aimerais ça, avoir une histoire avec 2 mamans, comme ma propre famille. Puis, on a cherché beaucoup au Québec, puis il y a un seul livre, Ulysse et Alice, qui a été sorti en 2006. C'est le seul livre qui parle d'un enfant qui a des parents du même sexe. Donc là, on s'est dit, wow, il y a vraiment quelque chose, un besoin à combler ici au Québec. Donc, on en a parlé, puis on a décidé de créer nous-mêmes ces livres-là. Et pourquoi une série? On ne voulait pas s'arrêter à un seul livre unique. On voulait vraiment faire vivre une famille homoparentale dans plein de thèmes au quotidien durant la série de 18 livres qui suit celui-là, donc 19 en tout. Okay. Ouais. C'était vraiment pour essayer de normaliser un peu les familles homoparentales ou les familles qui sont juste différentes des familles typiques. Puis le besoin était vraiment à la base pour les enfants chez nous, mais on le sait que ça va être utile pour tous les enfants de toutes les familles. Et vous savez déjà qu'il va y avoir une bonne série de livres là, avec ça. Oui. Si le financement suit, c'est ça. Nous, c'est comme juste un à côté. C'est comme un projet vraiment en surplus là, dans notre vie. Fait qu'on y va doucement selon nos moyens. On est agréablement surprise de la réponse. Oui. Fait que c'est ça, on va voir selon les moyens qu'on aura, l'évolution pour faire sortir le 2e et après, on va y aller un à la fois. Là. Oui. Ouais. Puis ce que je vais peut-être ajouter aussi, c'est que au Québec, en tout cas en 2021, selon Statistique Canada, il y a 30 000 enfants qui ont des pères, des mères du même sexe, des parents du même sexe. Donc le chiffre a forcément augmenté depuis ce temps-là. Donc on s'était dit aussi qu'on n'était pas la seule famille, en tout cas dans cette situation-là. C'est pour ça aussi qu'on a eu cette volonté de créer un projet qui allait pouvoir être utile à nous, à notre famille, mais aussi à toutes les autres familles au Québec. Exactement. Donc, ça va un petit peu dans la sensibilisation aussi auprès des autres enfants pour normaliser ça, j'imagine. Oui, c'est ça. Puis c'est un de nos buts aussi, là, peut-être, un de nos objectifs qui est comme apparu. C'était pas prévu au début. C'est apparu après d'essayer de voir, parce qu'on a eu des réponses comme quoi que les écoles seraient intéressées peut-être avec des fiches pédagogiques pour chacun des livres. Donc là, c'est ça, on est un peu là-dedans, là, à regarder avec les écoles ce qu'on peut faire. Fait que oui, pour la sensibilisation, c'est sûr et certain. Ouais. Puis là, ce premier livre-là parle de l'arrivée d'un chaton. En fait, y a-t-il une raison un peu pourquoi vous avez été vers cette ligne d'histoire-là, vers l'arrivée mettre en scène un chat un peu? Oui. Mais dans le fond, pour notre premier livre de la série, on voulait présenter la famille et présenter la maison de la famille. Donc, on s'est dit, pourquoi pas utiliser l'arrivée du chaton, comme quoi la famille se présente au chaton et présente sa maison. De façon ludique aussi, là, pour les enfants, tu sais. C'est quand même assez subtil, mais nous, en tant qu'adultes, on le sait très bien que le fait d'amener le chat fait en sorte qu'on va connaître toute la famille, mais les enfants, eux, ils voient ça comme... T'sais, on veut vraiment se rapprocher de ce que les enfants vivent au quotidien et aiment. Puis on est bien placé pour le savoir, avec 3... Ouais, c'est ça. Vous vivez un petit peu, hein? Oui, exactement. Comment est-ce que vous abordez la notion, dans le fond, de la diversité familiale, mais sans tomber non plus dans la moralisation, mais plutôt avec la douceur? Bien oui, parce qu'on ne parle jamais d'homoparentalité dans nos livres. C'est vraiment juste les aventures du quotidien, tout ce qu'il y a de plus normal d'une famille. Donc, c'est ça qui est important pour nous. On donne pas de leçons, c'est pas moralisateur du tout. On veut juste une représentation. Tout à fait. C'est ça. C'est juste de donner de la place, donner un petit peu de place à une famille comme la nôtre. Chaque membre de la famille a une personnalité quand même assez définie, je pense, dans votre histoire. Est-ce que certains personnages sont inspirés vraiment de votre vécu? Ou ben non, est-ce que c'est des personnages un peu réels, on va dire? Mais c'est ce qu'on disait tantôt lors du lancement, c'est que je pense que tout artiste va s'inspirer de ce qu'il connaît, qui gravite autour de nous.
que ce soit pour la création de livres, pour tout ce qui est dessin, pour la musique même. Fait que oui, il y a un peu de fond de vérité dans... On s'inspire de ce qu'on voit autour, des amis aussi, puis des familles autour de nous. Mais ça reste que c'est quand même fictif. C'est fictif, mais c'est inspiré quand même de nos aventures, des aventures de nos enfants et de nos chats aussi. Donc, il y a les jumeaux, donc c'est Léo et Mia, qui occupent une place quand même assez centrale dans le livre. Vous avez choisi les jumeaux, j'imagine, parce qu'il y a des jumeaux à la maison. Non, pas du tout. Non, je voyais les deux enfants, puis je pensais que tu étais du même âge. Exactement, c'est que tout le monde pense que c'est des jumeaux. Fait que là, on s'est dit, tu sais, c'est de là aussi la fiction, là, tu sais, comme nous, on s'est dit, des jumeaux, c'est le fun, on représente les jumeaux. Il n'y a pas de livre qui parle toujours de jumeaux non plus. Fait qu'on essaie d'amener plein de choses différentes autour dans notre livre qui fait qu'il représente un peu des vécus spéciaux. Oui, c'est ça. Puis comment s'est déroulée aussi la collaboration entre vous deux pour écrire un livre comme ça? Est-ce qu'il y avait un petit peu de relance, un petit peu de... Des fois, est-ce qu'il y avait un petit peu de... je vais dire la tension, mais j'imagine que c'est pas une grosse tension, là. Mais... Jessica, elle est technicienne en éducation spécialisée. Donc, quand il a fallu décider des thèmes de nos livres abordés, c'est sûr qu'elle a été comme vraiment importante dans les prises de ces décisions-là. Qu'on a établi en premier tous les sujets sur lesquels on voulait traiter. Ça a été la première étape. Ensuite de ça, on a fait une écriture vraiment à deux. Ça allait super bien. On discutait aussi de comment on voulait amener le thème. Fait qu'on le faisait comme ça, puis ça a vraiment bien été. T'sais, je pense que c'était le moment, puis ça s'est tellement fait facilement qu'on a rencontré aucune résistance. Tout s'est fait naturellement. Fait que, ouais, ça a super bien été. La MRC de la Métisse vient de publier un guide des activités hivernales sous le thème « S'amuser sans se ruiner dans la Métisse ». Et Marc Després nous présente cette initiative intéressante d'attractivité et de promotion territoriale. Eh bien, on va parler aujourd'hui de ce dépliant à s'amuser sans se ruiner dans la Métisse, parce que, si je me trompe pas, avant, c'était 2 fois par année, mais là, on est rendu à 3 fois par année. Oui, on vient de changer pour l'année 2026. On va en sortir 3, donc une par saison. On va en avoir une l'automne qui se rend jusqu'à Noël. Là, on sort celle de l'hiver qui se rend jusqu'à peu près la semaine de relâche. Et il y aura ensuite la version printemps et été. Donc, sans aucun doute, là, que, si on en ajoute, c'est que c'est très en demande, là. On le souhaite. Parce que, les gens, ça devient un bel inventaire là, de qu'est-ce qu'on peut faire. Oui. Et en plus, pour pas cher. Bien, le but, c'est ça. C'est s'amuser sans se ruiner. Donc, on parle de toutes les activités ou presque là, qui sont gratuites ou à faible coût. Donc, 5 $ au moins pour se divertir, faire du loisir dans la Métisse. Donc, ceux et celles qui disent qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans la Métisse... on peut être surpris. Là. Ils ont tort. Non, c'est pas vrai. Là. Il y a beaucoup de choses à faire dans la Métisse. Il y a beaucoup d'activités. Les ressources en loisirs mettent beaucoup de temps et d'efforts à organiser des belles activités. Donc, il faut en profiter. Puis on essaie de répertorier aussi les organismes communautaires, ce qu'ils peuvent offrir là, au sein de leur programmation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire sans se ruiner dans la Métisse? Oui, mais ce répertoire-là, en fait, la version d'hiver 2026 va avoir toutes les bibliothèques. Donc, on peut savoir en un clin d'œil où se trouve la bibliothèque de notre village, de notre municipalité. Il y a aussi où sont les différentes patinoires. Donc, l'hiver, on est au Québec, on fait du patin. On joue au hockey, on fait du patin. Donc, c'est le fun de savoir où aller pour en faire. On a aussi le répertoire des anneaux de glace. Il y en a quelques-uns quand même dans la Métisse qui valent la peine de faire le détour. On a les différentes installations ou organisation pour les 0-17 ans. Donc, on a la Maison des familles avec les haltes bébés, on a Pivot Famille, on a les différentes maisons des jeunes aussi pour les ados qui sont là avec les heures d'ouverture. Mais sinon, on a répertorié presque toutes les activités hivernales, donc qui commencent là en janvier. Il y a beaucoup de carnaval, de festivals là, l'hiver avec Saint-Octave, Padoue, Price, Sainte-Luce. Donc, il y a beaucoup de festivals qui ont lieu en hiver, qui se suivent les uns à la suite des autres là, dans 2 semaines, là, dès la mi-janvier jusqu'à fin février. Là, c'est le festival des festivals d'hiver. Et à ce moment-là, ce feuillet-là, est-ce qu'on peut se le procurer sur Internet aussi? Oui, tout à fait. Il est disponible sur lamétisse.ca dans la section « Se divertir, s'amuser sans se ruiner ». Sur Facebook,
pas mal toutes les municipalités de la Métis risquent de le partager. Pour l'instant, il y a Cosmos la Métis et la MRC de la Métis qui l'ont publié en date du 5 ou 6 janvier. Mais je voudrais revenir sur ce qu'on retrouve dans le feuillet aussi, qui est super intéressant. Maintenant, on a un projet qui est le projet Circonflexe, qui est déployé dans la Métis. Et donc, les 2 dernières pages du feuillet vont recenser tous les équipements sportifs qui sont disponibles gratuitement pour toute la population. Donc, on vous invite vraiment à contacter les services des loisirs de vos municipalités pour savoir qu'est-ce qui est disponible, comment c'est disponible, quand est-ce qu'on peut se le procurer, pour combien de temps, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, il y a des équipements pour faire de la glisse, des tapis de glisse, des crazy carpets, des skis pour poussettes qui transforment vos poussettes ou vos vélos d'équilibre en petits patins, là. Donc, en patins en petits skis, en fait. Et justement, donc, Circonflexe, on en avait parlé avec Renaud l'été dernier. Donc, lorsqu'on arrive à cette période-ci, donc c'est ça, donc ce sont de nouveaux équipements, là. Oui, exactement. Dans le fond, la première phase du projet, c'était l'achat d'équipements d'hiver. Véronique vient d'en nommer là, quelques-uns. Là, mais on parle de ski de fond aussi, de raquettes, de patins à glace pour les familles qui ont été distribuées. Actuellement, les points de service, les 16 municipalités sont en opération, ont ouvert un point de service. Comme pour Montjoly, ça s'organise différemment. Il y a des skis de fond. Là, ils sont en train de... Si c'est pas déjà accessible, c'est en mouvement. L'objectif, c'est que pour les citoyens, les communautés, le matériel soit accessible pour l'hiver. Puis la phase 2, printemps-été, s'en vient aussi. On est en communication avec d'autres organisations qui sont des lieux de pratique en général où est-ce qu'il y a de la clientèle jeunesse. L'objectif, c'est de rendre accessible du matériel gratuitement à nos familles pour le loisir d'été. Puis, il y a aussi un projet là, de casier connecté pour les municipalités en bord de mer là, pour du matériel léger accessible pour les touristes et les citoyens qui vont aller à la plage. Mais tu sais, toute la portion printemps-été étant en développement. En développement. Les ententes ne sont pas signées, mais il y a plein de choses qui s'en viennent pour ça. Le vélo, entre autres, puis le matériel léger. On va miser là-dessus parce qu'on a quand même les remorques avec Active Ta Métis qui est disponible auprès des municipalités. Donc, voilà, ça vient faire un peu le tour de printemps, été, automne, hiver. Mais c'est un projet qui est en construction avec les points de service. Ça fait qu'on essaie... On essaie de faire fonctionner ça. On va commencer par le commencement, essayer de faire fonctionner nos 16 points de service, les promouvoir, essayer d'accompagner le mieux possible nos municipalités dans la promotion du matériel qu'ils ont en prêt gratuitement. Et à ce moment-là, donc, comment ça fonctionne, peut-être pour rappeler aux gens, bon, c'est les organismes qui s'adressent vers leur service des loisirs, vers ce complexe. Les citoyens, les citoyens en général peuvent contacter par téléphone. Pour l'instant, c'est vraiment la façon la plus rapide de faire. Contacter le service municipal afin de faire une réservation. Ça peut être réservé pour une semaine, pour plusieurs semaines. C'est vraiment les services. Chaque point de service, les municipalités, les 16 fonctionnent différemment, mais tout le monde. Tant que la plateforme de Circonflexe, où est-ce que tout l'inventaire est répertorié sur une carte, n'est pas fonctionnel au niveau du prêt en ligne, parce qu'on vise le prêt en ligne, mais éventuellement, ça serait le plus simple. Tu sais, les gens vont se faire des comptes, puis ça va être super rapide, mais c'est pas tout à fait là, ficelé. Fait que pour le moment, on téléphone à la municipalité. Il y a déjà sur le site web des plages horaires de réservation. Il y a les contacts pour réserver. L'inventaire du matériel dans chaque municipalité est là. Puis il y a des photos, on peut voir ça ressemble à quoi aussi le matériel, les grandeurs, tout ça, tout est là. Fait qu'on peut déjà aller sur la plateforme de Circonflexe, cibler Bas-Saint-Laurent, puis trouver nos points de service sur la carte, cliquer, puis aller voir l'inventaire. C'est vraiment très, très facile à manipuler comme site web. C'est vraiment génial. C'est juste que pour le moment, il faut prendre le téléphone, appeler, puis demander les détails pour aller chercher le matériel pour le nombre de temps, puis tout ça. Donc, ce qu'on suggère aux gens, c'est d'aller sur Circonflexe Bas-Saint-Laurent, trouver la section Métis, et à ce moment-là, on voit ce qu'ils peuvent obtenir, et par la suite, on appelle pour la réservation.
Absolument. Puis on invite aussi les gens à se connecter à nous suivre sur notre page Facebook parce que on fait aussi de la promotion. On a mis des tutoriels pour aller sur la plateforme pour comprendre comment se faire un compte et tout. Fait qu'on est, on est sur Facebook. C'est facile de nous trouver. Puis Circonflexe la Métis. Donc, ça veut dire aussi que, bon, s'il y a des gens qui nous regardent de d'autres MRC, ça existe pas mal à la grandeur, au minimum du Bas-Saint-Laurent de l'Est du Québec. Du Québec, oui. Oui, c'est partout au Québec. Il y a des MRC qui sont pas mal plus avancés que nous. Nous, on vient d'emboîter le pas. Mais il y a différentes façons de faire dans différentes MRC du Québec, mais c'est à la largeur du Québec au complet. Donc, si vous êtes touriste dans votre province, si vous aimez le projet Circonflexe, ben, il y a moyen d'aller faire du sport gratuitement dans d'autres régions du Québec aussi, grâce à ce projet-là. Vous êtes prêts à vous amuser sans vous ruiner dans la Métis? Avec Circonflexe, vous êtes prêts à bouger! Danny Bérubé de CTP-TV s'entretient avec un auteur qui utilise l'humour pour traiter des comportements nocifs au travail en utilisant des maladies fictives telles que la rectomyopie, la victimite et l'égomoroïde. Monsieur Sylvain Guimond, merci beaucoup d'avoir accepté mon entrevue. Ça me fait plaisir et merci à vous de m'avoir invité. Monsieur Guimond, vous savez que ça m'arrive régulièrement d'employer des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire. Et quand les gens m'en parlent, ben, je leur dis, c'est peut-être pas dans le petit Robert, mais c'est dans le petit Danny. Je fais la même chose que vous. Bon, ben, et oui, justement, c'est pour ça que vous avez sorti un nouveau livre qui s'appelle le DSM-10, qui est un dictionnaire, le dictionnaire de Sylvain des 10 maladies. Ça, c'est les 10 comportements humains les plus fréquents. Et avant de vous laisser la parole, laissez-moi citer quelques termes que vous avez dans votre dictionnaire. C'est hilarant. Vous parlez de rectomyopie. Vous parlez aussi d'égomoroïde, de l'idiopatite et de la cellulérite chronique. Mais d'où vient cette idée-là de faire ce genre de dictionnaire? Ben, en fait, le clin d'œil est au DSM-5 qu'on appelle, qui est le dictionnaire pour les troubles de santé mentale. Et je voulais faire un petit clin d'œil à ce dictionnaire-là, mais qui est vraiment pas des diagnostics dans mon cas. C'est vraiment plus une blague. Et si les gens ont besoin d'aide, ben, il faut qu'ils se réfèrent à aller voir un psychologue. Mais dans ce cas-ci, c'est qu'on parle maintenant d'une nouvelle loi, qui est la loi 27, que la CNESST et le gouvernement ont mis en place, qui est sur les risques psychosociaux. Donc, de faire attention dans le milieu de travail, qu'on ait des milieux de travail qui soient sains. Et on demande souvent aux gens qui sont victimes de le dénoncer puis de se faire aider, mais rarement on va pointer du doigt ceux qui en sont responsables. Et ceux qui en sont responsables, souvent, ben, il y a souvent des gens qui ont des gros égos, des gens qui vont blesser d'autres personnes. Donc, je voulais, en blague, que les gens aient vraiment avoir de l'introspection, savoir si moi, j'ai un comportement comme ça. Et deuxièmement, est-ce que je travaille avec des gens ou est-ce que je collabore ou est-ce que je côtoie des gens qui ont ces problèmes-là? Donc, ces 10 mots-là me sont venus en disant, oui, il y a des gens qui sont toujours négatifs. Donc, ils vont dire, moi, je dis qu'ils souffrent de la rectomyopie, on a le nerf optique branché dans le derrière, puis ils voient juste le côté emmerdant de la vie, puis ils font suer tout le monde. Et ils vont dire souvent, ben, je vais faire l'avocat du diable. Et un jour, il faut leur dire, tu n'es pas l'avocat du diable, tu es le diable en personne. Le deuxième, celui que vous avez dit, les égomoroïdes, c'est des gens qui ne se prennent pas pour de la chenoute et qui, malheureusement, souvent, sont un peu narcissiques et vont blesser d'autres personnes. Vous avez mentionné aussi ceux qui sont l'idiopathie. Ça, c'est des gens qui parlent en mal des autres, donc dans un endroit où souvent les gens vont abaisser d'autres personnes qui ne sont pas en présence. Donc, d'en être conscient et de surtout défendre les gens qui sont absents. Et le dernier, vous avez dit le cellulaire chronique, c'est des gens qui sont toujours sur leur cellulaire, mais je l'ai moi aussi, cette maladie-là, et qu'ils sont partout ailleurs, sauf ici, avec nous dans le moment présent, puis malheureusement, ça ne crée pas des relations qui sont très plaisantes pour ceux qui sont avec eux. C'est vrai aussi pour les adultes, mais c'est vrai aussi pour les enfants. On va maintenant dans les restaurants, on voit des parents qui sont attablés et que les enfants ont leur propre cellulaire, puis ils vont jouer sur leur cellulaire ou avec des jeux, pendant que les parents vont eux aussi être chacun sur leur cellulaire. Et je trouve que ça nuit à nos relations entre êtres humains. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça les 10 comportements les plus nuisibles de ce qu'on a comme comportement pour tous ceux qui ont à interagir avec d'autres êtres humains. Donc, c'est un peu ça le livre. Mais il faut dire que votre livre a comme deux fonctions. Hein. La fonction de l'introspection. Hein? Oui.
peut se regarder nous-mêmes, est-ce qu'on a ces problèmes-là? Exact. Avec mon cellulaire. Hein? C'est un bon point, puis c'est la première fonction, en fait. Parce que avant de blâmer les autres, il faut se regarder soi-même. Effectivement, parce que ça arrive souvent qu'on dit « Ah, c'est de sa faute, c'est de sa faute », mais quand c'est la faute de tout le monde, bien souvent, ça part d'ici, là. Exactement. Hein? Puis Oui. ce livre-là aussi nous aide peut-être avec les gens qui souffrent de ces problèmes-là. Parce que des fois, excusez l'expression, mais ça peut être emmerdant de côtoyer ce genre de personnes-là aussi. Là. Oui, puis c'est pour ça que je le fais d'une façon un peu à la blague, parce que je crois que derrière l'humour, on peut dire la vérité. Et derrière l'humour, mais un humour qui n'est pas méchant. J'ai jamais écrit ce livre-là de façon méchante ou de viser des gens méchamment. C'est juste un constat qu'on fait dans notre société où on s'est éloigné des uns et des autres. Tu sais, on était à l'époque où, quand on faisait un mauvais coup dans notre quartier, ça se pouvait que ce soit notre voisin qui nous reprenait. Vous vous souvenez de ça? Puis quand on rentrait à la maison, nos parents nous chicanaient par-dessus ça. Puis le lendemain, nos parents allaient voir le voisin, puis ils disaient « Merci d'avoir repris mon fils ou ma fille. Je ne connais pas l'enfant d'un voisin aujourd'hui, vous allez recevoir une mise en demeure. » Et ça, c'est si vous connaissez le voisin. Mais quelle merveilleuse idée que vous avez, parce que oui, c'est sûr que tous ces mots-là, toutes ces problématiques-là qu'on rencontre chez nous et chez les autres, ça peut être d'une grande utilité. Puis vous le dites aussi, vous mettez ça d'une façon humoristique. Oui, exact. Fait que donc, on rit de nos problèmes, mais en même temps, on se dit « Ouais, ben moi aussi, j'ai peut-être ça, là. » Oui, puis c'est la question qu'on doit se poser quand on rentre au travail, ça devrait être comment moi aujourd'hui je pourrais être le meilleur collègue de travail pour tous mes collègues de travail. Ça serait une ambiance assez exceptionnelle. Ou dans les relations que j'ai avec mes amis, comment moi je pourrais être l'ami que je souhaiterais avoir avec mes amis. Et dans ma famille, ben, comment je veux que les relations avec les gens de ma famille soient, ben, je dois, moi, en premier lieu, être un exemple de ce genre de relation que je souhaite avoir. Oui, puis vous le dites si bien, hein, dans le sens que si on est négatif, on attire du négatif. Puis si on est positif, on attire du positif. Vous avez tellement raison. J'ai travaillé avec Patch Adams, ceux qui ont vu le film de Patch Adams avec Robin Williams. Et Patch m'a livré un message extrêmement puissant. Et c'est assez facile. Pendant 1 mois, soyez la personne la plus détestable avec tout le monde. Ah, mon Dieu. Et prenez des notes de ce qui se passe dans votre vie. Oh, ma femme me laissait, j'ai perdu mon emploi. Puis 1 mois après, soyez la personne la plus aimable, la plus gentille avec tout le monde et prenez des notes de ce qui se passe dans votre vie. Puis dans 2 mois, vous déciderez dans laquelle des 2 vies vous avez goût de vivre. Vous allez voir que votre décision ne sera pas très difficile. Puis vous savez que ça fonctionne, hein? Oui, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien parce qu'à un moment donné, on se rend compte, même moi, je le vis des fois. Je dis, voyons, il se passe tellement d'affaires négatives. Qu'est-ce qui se passe? Ça part de moi. Oui. Quand moi, je change mon attitude, c'est des choses positives qui m'arrivent à ce moment-là. Puis ça fonctionne pour le vrai. C'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en lumière dans ce livre-là. Merveilleux, quelle bonne idée. Et je vais terminer, c'est pas votre premier livre là, que vous m'avez mentionné. Là. C'est le 10e, avec toujours un monde différent. Donc, c'est les éditeurs que j'ai, Michel Ferron, sa femme Manon, qui sont adorables avec leurs enfants. Et c'est une maison d'édition exceptionnelle avec qui j'écris des livres depuis déjà presque 20 ans. Wow! Et est-ce que vos livres, c'est à peu près tous à peu près le même format? C'est-tu à peu près... Ça ressemble beaucoup. Ouais. Beaucoup d'humour? Beaucoup d'humour, oui, exactement. Ben, vous avez peut-être manqué votre métier, finalement. Ben, moi, dans ma famille, de loin, c'est Olivier Guimond. Donc, mon nom, c'est Guimond. Fait que c'est peut-être un peu pour ça que dans ma famille, on aime beaucoup l'humour. Puis je crois vraiment qu'on manque d'humour dans notre société. On rit de moins en moins, on se prend trop au sérieux. Puis, vous savez, les gens qui se prennent au sérieux, ils sont plates. Puis les gens qui se prennent pour d'autres sont compliqués. Donc, si on devait dédramatiser, de ne pas se prendre trop au sérieux, d'avoir des relations qui sont un peu plus amicales, avoir du plaisir, parce que la vie est longue quand on n'a pas de plaisir. Oui, effectivement. Puis je pense que le livre est à la base de ça. C'est pour ça que c'est plus un clin d'œil humoristique qu'un diagnostic réel. C'est pas un vrai diagnostic, c'est vraiment des blagues. Et je rappelle aux gens le titre du livre qui est le DSM-10, qui est le dictionnaire de Sylvain des 10 maladies, bien sûr. Et votre livre est disponible depuis le 17 novembre. Exactement. On le retrouve dans toutes les librairies? Oui, partout. Est-ce qu'on peut l'avoir aussi en e-book qu'on appelle, là, en numérique? Oui, si vous allez sur le site d'Un Monde Différent, vous allez probablement être capable de le commander là aussi. Merveilleux, j'y vais à l'instant. Merci. Excellent. Merci infiniment pour vous, puis je vous souhaite une belle continuité. Merci à vous, c'est très gentil. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.